Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être complètement le maître chez vous? Que quelqu'un d'autre détient secrètement le pouvoir? Dans ce programme, nous ne jetterons pas un chat en l'air pour voir comment il retombe sur ses pattes grâce au réflexe de redressement. Nous n'étudierons pas son ronronnement, dont la fréquence comprise entre 25 et 150 Hz aurait des vertus antalgiques pour les tendons et les muscles endoloris. Ni nous n'interrogerons ses origines pour comprendre comment il a inspiré l'image du sphinx. Nous ne remonterons pas le fil des millénaires pour questionner les fresques et les sculptures des temples de l'Égypte ancienne. Nous ne reviendrons pas sur le fait qu'il veille sur nous ou nous surveille depuis des siècles. Non, nous allons plutôt nous intéresser à ce qui nous hante à la manière des fantômes du passé, qui fait naître l'effroi dans nos cœurs et réveille quelque chose au plus profond de nous, notre parenté à l'âme ancestrale du chat. Il y a quelque chose dans les yeux des grands félins qui nous fait froid dans le dos, parce qu'on se demande à quoi ils pensent. Tout comme on se demande à quoi pense le chat qui vient se frotter à nous. Chaque fois qu'il dévoile ses canines acérées, la ressemblance est troublante. Si le chat domestique était aussi gros qu'un lion, nous serions en bien mauvaise posture. Et d'après l'éclat dans son regard, il le sait très bien. Les grands félins dominent les adversaires les plus redoutables d'Afrique. Ces combats sanglants et spectaculaires dans la savane résonnent dans le corps athlétique du Felis sylvestris catis, notre chat, votre chat. Peut-être vous demandez-vous pourquoi diable nous apparentons nos charmantes boules de poils au lion meurtrier. Pour le comprendre, commençons par nous présenter. En tant que reporter pour National Geographic, explorateur et défenseur de l'environnement, nous avons vécu et travaillé parmi les lions. Nous œuvrons pour la protection des grands félins depuis plus de 35 ans. Nous avons réalisé des films et édité des livres pour défendre leur cause. Mais ils restent en grand danger d'extinction. Ce sont pourtant les animaux les plus emblématiques du règne animal. Alors que leur population ne cesse de baisser à un rythme alarmant, nous sommes des millions à travers le monde à fondre d'amour pour nos petits chats domestiques. Il semblerait que nous soyons déterminés à exterminer les uns et à adorer les autres. Un jour, dans notre salle de montage, une petite tête est apparue à la fenêtre. Un retroussement de babines a révélé des crocs pointus qui m'ont rappelé ceux des grands félins avec lesquels j'ai passé de si longues années. Alors que la chatte des voisins s'est glissée chez nous, j'ai reconnu quelque chose du tigre dans sa foulée majestueuse. Quelque chose du lion dans l'éclat de ses yeux qui m'ont incité à me pencher sur les différences et les ressemblances entre les grands félins et ce superbe intrus. L'histoire de tous les félins se cache dans ce regard indomptable. Nous sommes tous issus d'un enchevêtrement de souvenirs et d'ADN, tous liés par nos origines. Le chat d'aujourd'hui est la dernière branche d'un arbre généalogique vieux de 11 millions d'années.
Il vient d'une longue lignée allant des grands fauves aux petits chats sauvages, son ancêtre né il y a 2 millions d'années. Chaque saut dans cet arbre équivaut à découvrir des individus aux particularités propres, résultat d'une savante combinaison entre l'héritage génétique et l'apprentissage. C'est le cocktail magique qui fait de nous ce que nous sommes. Il suffit d'un déclic pour déclencher l'instinct qui sommeille. Ces machines bioniques répondent au quart de tour. Quand ils repèrent une proie, ce sont les mêmes muscles qui s'activent. Ils sortent leurs griffes aiguisées comme des rasoirs et fendent l'air en abattant sauvagement leurs pattes sur leur proie. Leur vue perçante leur donne une précision chirurgicale. Ce sont les jeunes fauves qui nous rappellent le plus notre chat domestique, en ce qu'ils sont aussi impitoyables qu'espiègles et aventuriers. C'est très mignon, si vous n'êtes pas une souris. Que se passe-t-il derrière ce regard qui en dit long? Dès les premiers temps de sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, notre planète n'a cessé de se transformer, créant au passage les conditions idéales pour l'émergence de la vie. Il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu et des petites créatures ressemblant à des rongeurs se sont développées pour devenir les tout premiers mammifères à arpenter la Terre. Une Terre qu'ils domineront dès lors. La dérive des continents a disséminé les mammifères aux 4 coins du globe, nous isolant les uns des autres pour faire de nous des êtres uniques et distincts au fil des millénaires. Le destin des hommes et celui des chats se sont croisés lors de 2 étapes marquantes pour l'humanité. L'homme s'est mis à vouloir apprivoiser les animaux, et le chat s'est présenté comme un compagnon idéal. Il y a 9500 ans, sur l'île de Chypre, un être humain a été enseveli avec son chat, ce qui suggère qu'il existait déjà à l'époque une relation privilégiée entre les hommes et leurs animaux domestiques. Quand la religion a commencé à forger notre être profond, nous avons développé la pensée symbolique. Le chat apparaît dès lors dans de nombreux écrits sacrés. Il ne fait toutefois pas partie du bestiaire de toutes les religions. Si la Bible mentionne pas moins de 150 fois le lion et évoque à plusieurs reprises le léopard qui se couche auprès du chevreau, elle ne daigne pas parler une seule fois du chat domestique. Le M qui orne le front de certains chats est parfois décrit comme étant la touche affectueuse du prophète Mahomet. Longtemps, les chats noirs ont hanté l'imaginaire des chrétiens du Moyen-Âge. Ils étaient l'incarnation du mal, le diable en personne ou des sorcières transformées. Des milliers de chats ont été massacrés pour la couleur de leur robe et ce reflet dans leurs yeux. Il y a environ 11 000 ans, dans le croissant fertile au Moyen-Orient, nous avons apprivoisé la terre et avons développé l'agriculture, attirant dans nos greniers de nombreux profiteurs. Les Rattus ratus. Et subitement, nous nous sommes fait un nouveau meilleur ami.
Le passage de la cueillette à l'agriculture nous a permis de faire des provisions pour partir à l'aventure et à la conquête du monde. Les rats ont suivi, devenant au fil de nos pérégrinations les animaux les plus diversifiés géographiquement. Mais nous avions une arme secrète pour nous en débarrasser. Nos ratiers domestiqués que nous emmenions partout avec nous. Il y a 600 millions de chats domestiques aujourd'hui, qui n'ont qu'un but dans la vie, chasser les rongeurs, quels qu'ils soient. Chaque saut, chaque coup de patte est l'effet d'une connexion neuronale, une réponse précise à un stimulus donné. Le chat va adapter sa stratégie à la situation et s'en remettre à la précision de ses moustaches pour traquer les mouvements, évaluer les distances et anticiper les tentatives de fuite de sa proie. C'est un duel tout en glissade, feinte et passe qui reproduit à l'identique celui qui se déroule dans la nature. Cette chorégraphie très gracieuse sert d'entraînement à l'art de tuer. Lorsqu'ils jouent, le léopard et le chat domestique ont des comportements très similaires. Ce sont des animaux solitaires qui aiment s'occuper seuls. C'est donc seuls qu'ils vont apprendre leurs plus grandes leçons. Mais pour jouer seul, il faut être inventif. Et pour être inventif, il faut avoir de l'imagination. Il n'y a que les chats pour réussir de telles cabrioles. Leur ossature est faite pour redistribuer l'impact de la chute et se repositionner immédiatement en vue du rebond. Les chats n'aiment pas la pluie. Elle leur complique un peu la vie. Il a plu ce matin. Et Smokey, la chatte des voisins, a du pain sur la planche. Comme la majorité des chats aux États-Unis, c'est un chat d'intérieur. Il est donc difficile de voir son comportement territorial. Mais l'ondée matinale va nous en donner un bel aperçu. Après sa petite promenade du matin, Smokey va faire une petite tournée d'entretien. Toutes les odeurs qu'elle avait déposées avec soin ces derniers jours ont été lavées. Un territoire sans marquage frais est considéré comme vacant. Les animaux dont la population est peu dense, comme celle des chats, entrent rarement en contact avec leurs congénères. Ils doivent donc délimiter leur territoire par des marquages. N'avez-vous jamais remarqué comme votre chat disparaît subitement et impérieusement, comme s'il partait en mission secrète? Marquer son territoire est l'affaire d'un instant. Comme ses cousins les grands félins, Smokey n'a qu'à suivre son odorat. Pour ce faire, les félins ne doivent jamais manquer de liquide de marquage. Le comble pour un guépard serait de trouver l'arbre parfait et d'être à court d'urine. Les femelles aussi ont besoin d'un espace pour vivre et se nourrir.
Elles vont donc, elles aussi, s'adonner au marquage. Smokey a senti l'odeur d'un chat dans le voisinage. Elle va donc marquer son territoire. Mais voilà qu'un oiseau lui barre le chemin. Et il n'a pas l'air commode. Après avoir bien jaugé la situation, elle ne voit que deux options, attaquer ou battre en retraite. Elle opte pour la seconde. Et puis, son regard s'allume de nouveau. Pour un chat, les oiseaux ont quelque chose d'irrésistible. Peut-être est-ce leur battement d'ailes désordonné ou leur envol maladroit. Le marquage est une activité qui donne soif. Pourtant, les félins n'ont pas l'air de boire très efficacement. Ils n'aspirent pas l'eau et ne se désaltèrent pas à grande gorgée. Ils se contentent de laper la surface de l'eau en donnant des petits coups de langue qu'ils incurvent vers l'arrière pour attraper l'eau. Cela peut paraître inefficace, mais c'est tout le contraire. Smokey boit à sa soif sans même se mouiller le menton. Elle se relève rapidement de temps en temps pour avaler avant de reprendre ses petits coups de langue. Puis, elle lèche délicatement son nez, doté de 200 millions de capteurs olfactifs, avant de reprendre sa tournée. En mangeant de l'herbe, les félins s'automédicamentent. Ils y prennent un certain plaisir, cela va de soi. Mais ce n'est pas tout. On a longtemps pensé que c'était pour se purger, pour pouvoir régurgiter les poils avalés et se débarrasser des parasites qui envahissent leur estomac. Mais c'est en fait pour ingérer de l'acide folique, essentiel à leur santé et qu'ils ne trouvent pas dans leur alimentation carnée. Une carence en acide folique entraîne l'anémie. Or, un félin anémié ne saurait être à 100% opérationnel quand il s'agit de chasser pour s'alimenter. L'herbe ne les retient pas longtemps. Ils repartent rapidement à la recherche d'un vrai repas, une proie vivante et vulnérable. Si l'on n'accueille pas de léopards dans nos maisons bien aménagées, c'est parce que les félins, quelle que soit leur taille, aiment faire leurs griffes. Ce rituel contribue à les garder bien aiguisés, mais la raison principale est d'un autre ordre. Les animaux munis de griffes et de crocs, ayant besoin d'espace vital, doivent absolument s'assurer d'une chose: tenir à distance les autres animaux à crocs et à griffes.
C'est pourquoi ils vont laisser des entailles bien visibles sur les troncs d'arbres pour signifier propriété privée. Les léopards savent très bien grimper aux arbres. C'est un perchoir tentant pour tous les félins. Les guépards adorent prendre de la hauteur pour mieux guetter leur proie. À mi-chemin, ces petits doivent se rendre à l'évidence. Ils ne sont pas des léopards. Monter ne pose pas de problème particulier. Mais descendre est une autre paire de manches. Ils n'ont plus qu'à appeler leur mère au secours. Pourquoi les félins restent-ils coincés dans les arbres? Quand une lionne adulte décide d'aller au-delà des griffures de marquage, elle se hisse dans les branches supérieures par la force de ses muscles. Les léopards, maîtres de l'escalade, ont un avantage sur leurs cousins. La souplesse de leurs articulations qui leur donne cette aisance toute aérienne. Du haut de leur perchoir, ils peuvent scruter les environs en toute sécurité. C'est pour descendre que l'affaire se corse. Notre jeune Felis sylvestris catus n'est tout simplement pas équipé comme le léopard. Il faut parfois se résigner à appeler les pompiers. Parfois, la seule solution, bien que peu élégante, est de descendre à reculons. Comme tout bon félin, Smokey est intelligente. Elle a vite compris qu'une course la tête la première jusqu'à la terre ferme reste la meilleure solution. Parfois, juste avant l'arrivée des secours. Dans la nature apprivoisée de nos habitations périurbaines, nos petits félins trouvent leur repas servi sur un plateau d'argent. L'industrie de l'alimentation animale se compte en milliards de dollars et transforme des milliards de tonnes de poissons fourrages par an. Dans la nature, c'est une autre histoire. Les repas ne viennent pas en boîte. Ce petit fauve sur nos genoux est à mi-chemin entre un mignon chaton qui patoune le ventre de sa mère allaitante et le féroce prédateur qui vient de dévorer le fruit de sa chasse. Peut-être est-ce là la clé du mystère des chats. Ils ne sont ni vraiment domestiqués, ni sauvages, mais à mi-chemin entre les deux mondes. À la nuit tombée, ils donnent leur version du Dr Jekyll et Mr Hyde. Les chiens hurlent à la lune. Les chats en profitent pour attraper quelque chose dans son ombre. L'art de la guerre consiste à éviter autant que possible les affrontements. Les félins vocalisent pour revendiquer leur territoire. Mais parfois, cela ne suffit pas. Et la confrontation est inévitable. Ces animaux sont de parfaites machines à tuer. Il est préférable de ne pas leur chercher des noises dans la pénombre de la nuit, même si on est de taille.
L'un des combats les plus féroces que nous ayons filmés opposait deux chats sauvages d'Afrique. Ils se disputaient une femelle. La victoire elle-même avait un goût amer. Le vainqueur est reparti avec la belle, mais il a perdu dans la bataille un de ses organes les plus précieux, un œil. Les félins ont l'une des meilleures visions nocturnes du règne animal. Cet avantage a un coût, celui de la diversité. Ils ne distinguent que très peu de couleurs, mais dans ce monde à dominante bleu et vert, ils sont redoutables. C'est même un avantage vital pour le chat sauvage d'Afrique qui chasse la nuit. Après sa virée nocturne, notre chat retrouve le confort de la maison, gardant à peine sur ses babines le souvenir subtil de la nature sauvage. À l'aube, il s'adapte à la luminosité. Les petits félins ont des pupilles qui se rétrécissent en fente verticale selon l'intensité de la lumière. Associé aux paupières, cela donne un système de réglage lumineux extrêmement efficace. Les lions ont des pupilles rondes. Passé un certain point, quand ils baissent les paupières, ils ne voient plus rien. Quant aux diverses techniques de chasse, chaque espèce procède par étapes précises. Les yeux restent fixés sur la proie, à l'affût de la moindre faiblesse. Puis, c'est la phase d'approche. L'art de maîtriser le terrain permet de ne laisser aucune échappatoire à la cible. Ensuite, ils évaluent le poids, la vitesse, les risques et les gains. C'est une phase de calcul, de stratégie. La phase d'attaque peut enfin commencer. Ce fauve va déterminer sa proie. Il a repéré une faiblesse qu'il va tourner à son avantage. Et c'est l'assaut. Passé un certain point, ce n'est pas grave si la proie le voit venir. Il lui saute dessus. Il porte un premier coup et semble se raviser. Mais ce n'est qu'une feinte, perfectionnée au cours des longues heures de jeu. C'est un retournement calculé. Enfin, il s'élance, bien déterminé à porter le coup fatal. Après chaque explosion d'énergie, les félins font consciencieusement leur toilette. Léchant leurs robes, nettoyant toute trace de la chasse et du repas, soignant les moindres plaies avec leur salive aux puissantes vertus antiseptiques. Les félins qui vivent en communauté profitent de la toilette pour renforcer leurs liens.
Notre chat nous réclame la même chose. Le message est simple. Nous prenons soin l'un de l'autre. La truffe du chat ne connaît pas de repos. Elle traite un volume encyclopédique d'informations. Les félins possèdent un organe spécial situé au niveau du palais. L'organe de Jacobson qui envoie les informations chimiques au cerveau. Comparé à notre univers des odeurs, celui des félins est d'une richesse infiniment plus grande en informations cruciales pour leur survie. Un lion sait instantanément si la femelle qui s'approche est en chaleur ou si elle est juste d'humeur badine. Même lors de l'accouplement, ces gestes apparemment chaotiques et souvent violents font partie d'une chorégraphie bien orchestrée. C'est un tango dont les pas sont les mêmes d'une espèce à l'autre. La parade nuptiale doit suivre un rituel minutieux. L'approche doit se faire avec circonspection. La caresse de la tête doit être précise, car chaque interaction entre deux félins bien armés peut être dangereuse. Les mâles s'en vont aussi vite que possible pour éviter de se retrouver en mauvaise posture et de gagner d'autres cicatrices de guerre. Les accouplements sont intenses. Ils y consacrent tout leur temps et leur énergie pendant près d'une semaine. Après un court temps de repos, chacun repart de son côté. Et la chasse recommence. Grâce à leur puissant odorat et leur ouïe très fine, les félins peuvent dormir à poing fermé. Leurs sens aiguisés les préviendront du moindre danger. Un félin qui a eu son compte de sommeil est un félin qui a dormi 10 minutes de plus. Cette chatte fait bien de se reposer maintenant. Dans un mois, sa vie de jeune mère ne sera plus que miaulements et sollicitations constantes. Un vrai chaos. Une lionne maîtrise sa puissante mâchoire à la perfection. C'est avec la plus grande délicatesse qu'elle attrape ses petits par la peau du cou. Ce geste déclenche chez les petits un réflexe de blocage musculaire. Tous les félins sont capables d'une telle retenue pour prendre leurs petits sans les blesser. C'est ce que fait la femelle léopard pour mettre ses nouveau-nés à l'abri des regards, dans des trous sombres et isolés que les félins aiment tant. Ils ont encore la démarche chancelante et sont complètement aveugles. C'est l'odeur du lait qui les guide vers les mamelles.
Le lait maternel est riche en nutriments. Les petites boules de poils d'aujourd'hui sont les tueurs de demain. On voit souvent nos minous se rouler dans l'herbe à chat. Les lions préfèrent les bousses de buffle, bien fraîches de préférence. Se frotter les uns contre les autres est loin d'être une habitude anodine. Ils échangent ainsi leur odeur, et quand les lions mâles se saluent, ils consolident les liens sociaux qui leur seront utiles pour défendre leur territoire et protéger leurs femelles et leurs petits. Se frotter l'un contre l'autre, c'est comme promettre de se protéger l'un l'autre. Les félins, aussi gracieux et élégants soient-ils, ne manquent pas de faire les pitres, comme s'ils retombaient en enfance. Et c'est peut-être ce qui nous fait le plus craquer et rire, même si leurs mères ne sont pas toujours du même avis. Les mères ont la possibilité bien pratique de vaquer à leurs occupations en amusant leurs petits avec leur queue. Pour les petits, la queue est une chose mystérieuse, à la fois toujours disponible et complètement insaisissable. Ce lionceau de quelques semaines découvre ce jouet magique et s'émerveille de ce serpent qui se tortillonne, se dérobe et vient le narguer alors même que ses yeux ne savent pas encore faire le point. À le voir jouer, la vie ne saurait être plus douce. Mais dans la nature, la réalité n'est pas toujours tendre. Dans un monde idéal, les lionceaux d'une troupe naissent tous en même temps. Quand on fait partie d'une famille de tueurs, mieux vaut ne pas être le plus petit et le plus malin. Les plus faibles sont souvent laissés pour compte par leur mère. Ils deviennent dès lors la cible d'attaque incessante de leurs frères et sœurs. Les lionceaux naissent avec l'instinct de prendre en chasse tout ce qui est vulnérable ou qui part en courant. C'est le principe même du chat et de la souris. S'il survit, cela ne fera que le rendre plus fort. Dans le monde des félins, avant que les hommes ne se mettent à les protéger, les petits sont élevés à la dure. Pour Smokey, le plus dur est de devoir rester cloîtré à la maison. Mais c'est une contorsionniste hors pair qui trouve toujours le moyen de se faufiler dehors. Elle est imbattable au jeu de la souris.
Mais dans la nature, les petits guépards doivent faire leur apprentissage avec des proies vivantes. Il y a quelque chose de très intense chez tous les félins, quel que soit leur âge ou leur taille. Il est alors difficile de faire la différence entre les félins domestiqués et leurs cousins sauvages. Si l'on retrouve souvent dans l'ombre de nos chats domestiques la silhouette plus imposante de leurs cousins sauvages, il serait inexact de dire qu'ils sont identiques. Ils ont peut-être les mêmes sens aiguisés, une vision, un odorat et une ouïe bien plus développée que ceux des chiens. Cela ne fait pas d'eux les grands félins sauvages que nous connaissons. Ces derniers sont encore plus imprévisibles. Mais paradoxalement, ils sont aussi plus vulnérables. Un léopard a surpris un chat sauvage d'Afrique qui avait baissé sa garde. C'est la rencontre du grand et du petit félin, d'une lignée ancienne et de sa version moderne. Alors que la population des descendants du chat sauvage d'Afrique dépasse les 600 millions, celle des grands félins est en chute libre. Parmi les 20 000 lions qui restent sur Terre, certains s'en prennent parfois aux quelques 50 000 derniers léopards vivants, par manque de ressources et parce que leur habitat ne cesse de se réduire. C'est le prix de la survie. Ainsi, nous sommes les meilleurs amis des petits félins et les pires ennemis des grands félins. La nature profonde du chat se trouve en ce carnivore à la fois docile et insaisissable qui vit en bordure de notre monde. Nous les redoutons, nous les admirons et nous aimerions avoir leur force et leur agilité. Nous sommes fascinés par cette part d'animalité sauvage qu'ils portent en eux. Nous retrouvons tout cela dans les yeux de nos chats. Mais n'acceptons ces derniers que pour une seule raison. Ils ne sont pas programmés pour être nos prédateurs. En ajoutant ces images du chat domestique à notre catalogue félin, nous avons été frappés par cette lueur indomptable qui brille dans leurs yeux, cette part de mystère indéchiffrable. Comme leurs grands cousins sauvages, les chats n'auraient aucun mal à survivre dans un monde post-apocalyptique débarrassé des humains. Quand ils daignent nous honorer de leur présence caressante, ce qu'ils nous offrent vraiment, c'est une fenêtre sur la nature sauvage que nous avons perdue de vue au cours de notre propre domestication. Pour l'heure, nous adhérons volontiers à la croyance commune que ce sont eux qui nous ont apprivoisés.